Je vais m'appuyer entièrement sur cette étiquette roman parisien qui, figurant en sous-titre, suggère l'existence d'un sous-genre romanesque qui forme une nébuleuse qui comporte quelques 150 romans et qui ont d'une qualité et longévité variable. Ils ont été publiés entre 1862 et 1929 avec une forte concentration dans les années 1880 et 1890. Prenons ses racines, bien évidemment, dans les œuvres phares de la première moitié du siècle, telles que les scènes de vie parisiennes de Balzac, 1834, je rappelle les dates, les mystères de Paris dessus, 42-43, mais aussi les œuvres de Paul Koch, telles que Le Barbier de Paris, ou encore les scènes de la vie de Bohème de Murger, 47-49. Toutes ces œuvres sont bien évidemment ancrées dans le mythe parisien, la poétique du boulevard ou de la flânerie, et ils sont nourris par l'imagerie de la vie parisienne qui est en pleine effervescence dans les années 1860. Et c'est l'époque aussi où le périodique éponyme, La vie parisienne, est lancé en 1863 et l'opéra d'Offenbach créé en 1866. Ces romans multiples posent tout de même une question bien grave d'unité. Est-ce que l'unité du lieu est suffisante pour fonder un genre? Et aussi une question de critères formels que l'on pourrait éventuellement appliquer pour justifier l'existence d'un véritable sous-genre romanesque et pour juger de sa stabilité. Si il y a certaines choses, certains éléments qui peuvent fonder cette étiquette ou pas, nous allons le voir. Pour la méthode, je vous propose, pour aussi limiter un peu l'étendue du discours, de me limiter aux sous-titres, aux paratextes, les préfaces surtout. Regardez très brièvement peut-être le chronotope et surtout l'incipit et l'excipit de quelques romans, en se concentrant surtout sur les premiers exemples auxquels on a apposé cette étiquette, pour voir ensuite la naissance de cette notion et peut-être son évolution. Et surtout en posant donc les trois questions les plus importantes, celle de l'intention auctoriale qui préside, en concurrence peut-être avec une certaine politique d'éditeur, les enjeux artistiques ou commerciaux qui peuvent être ici également en concurrence, et surtout aussi sur le rôle de Paris en tant que lieu d'action. Quels sont les enjeux de parler de Paris, et est-ce que nous sommes là en présence d'un sous-genre un sous-genre du roman de mœurs, un sous-genre du roman urbain, en sous-genre du roman populaire ou d'une autre chose encore. Voilà pour les pistes pour aujourd'hui. Je vous présenterai brièvement donc ce corpus. Il y a à peu près 150 romans pour que j'ai pu repérer en ce moment. Donc je vous ai donné aussi le cadre temporaire. Les premiers exemples qu'il faudrait voir de près sont situés dans les années 62-65. Il s'agit du roman de Cladel, Les Martyrs ridicules, des Amours buissonnières de Delvaux, mais quelques autres romans de ce même auteur des années 65, et surtout de Mademoiselle Poussée de Jules Nauriac, qui est le premier roman pour lequel l'étiquette est incontestable. Et nous verrons par la suite que c'est dans les années 60
63-80 que les choses se complexifient substantivement avant de devenir quelque chose d'assez sériel. Et à partir de 81-82, nous avons une dizaine à une douzaine de romans par an qui paraissent avec cette étiquette bien mise en évidence. Avant une petite donc jusqu'à 88, et je passe jusqu'aux années 1907-14 où le flot s'assourdit lentement, et c'est après la Première Guerre mondiale que le genre se tait définitivement, la veine se tarit, et nous pouvons dire que l'épopée est close. Mais nous allons surtout regarder la naissance donc du genre, et le premier titre en date que l'on classifie souvent comme roman parisien, donc, mais pour lequel justement cette étiquette n'est pas attestable dès le départ. Ce roman qui est aussi remarquable par le fait que la préface a été signée par Baudelaire, et par le fait que Baudelaire a salué cette œuvre à l'époque où il saluait très peu les œuvres des jeunes, donc double mérite. Il faut aussi souligner que cette première édition, donc saluée par Baudelaire, chez Poulet-Malassis, qui est aussi un éditeur assez connu, mais non parisien, pour un roman parisien. C'est donc sans cette étiquette-là que le roman paraît initialement. Et nous allons voir un peu plus tard, je garde ça un peu comme une sorte d'énigme pour le départ, la deuxième édition qui, elle, comporte donc l'étiquette définitivement dans les années 80. Donc pour commencer, il faut poser l'enjeu de cette première édition. C'est la jeunesse littéraire que Baudelaire dissèque dans la préface, la genterie parisienne comme il dit, et il en donne 4 types, où il y a la jeunesse politique, où il y a la jeunesse oisive et qui ne se soucie que de l'argent, et où il finit par la jeunesse artistique ou littéraire, qui pour lui n'est que la jeunesse réaliste ou réalistique. Il se moque de ce mot, de ce néologisme, et il dit à des choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Donc il se moque de ce milieu que Léon Cladel est en train de mettre en scène dans son roman, sauf que c'est à l'honneur justement, et comme louange à cet auteur, que Baudelaire souligne le regard distancié, critique et aussi ironique que Cladel porte sur le milieu. Donc au-delà d'une simple exposition de ce milieu, il y a donc quelque chose de très artistique, et Baudelaire promet à Cladel un grand avenir en tant que romancier, en disant qu'il peut aller encore plus loin dans cette veine artistique, plus sévère, en travaillant sur son style. Donc, à ce moment-là, donc ce roman qui pourrait devenir un roman parisien est un roman qui, d'un côté, regarde une certaine jeunesse parisienne, mais aussi travaille le style. Et ça, c'est le départ donc du roman qui pourrait être appelé un roman parisien. Puis nous avons donc toute l'œuvre, ou les débuts de l'œuvre romanesque d'Alfred Delvaux, qui est plutôt connu pour beaucoup d'œuvres illustrées du type journalistique, qui a beaucoup travaillé dans le journalisme et qui a beaucoup travaillé un peu comme dans le type d'enquête sur les bas-fonds parisiens, mais sur le Paris pittoresque, et qui a publié donc des livres dans cette veine de non-fiction. Et c'est d'ailleurs sur le recto
au verso de la page de titre de son œuvre la plus connue dans ce genre-là, l'histoire anecdotique des cafés et des cabarets de Paris, que nous avons cette annonce du roman en préparation du même auteur qui devrait s'appeler Amour malsain, roman parisien. Et cette étiquette roman parisien n'apparaîtra plus dans aucun péritexte des romans de Delvaux édités chez Dantu. Par contre, le titre va être modifié, comme vous allez voir, Un amour buissonnière, beaucoup moins lugubre que le premier titre envisagé. Par contre, on va souvent parler et étiqueter dans la critique tous les romans postérieurs de Delvaux comme des romans parisiens. Ce livre-là aussi cette intention de faire un livre parisien, un roman parisien, est présente déjà dans la préface de l'histoire anecdotique des cafés et des cabarets de Paris. Le projet du roman est annoncé là en tant qu'un livre plein de fièvre et de passion projeté, qui eût été pour vous l'écho des choses déjà entendues, le miroir des choses déjà vues, un roman parisien éloquent et brutal, comme La Vérité, où j'avais mis des lambeaux de ma vie, c'est-à-dire mon cœur tout entier. Ce livre n'a pas paru, ce roman ne paraîtra pas. Sauf que les romans paraîtront. C'est juste que en 1862, l'auteur n'est pas encore sûr de pouvoir publier les romans. Les romans paraîtront, et vous voyez aussi que pour l'instant, l'étiquette veut dire quelque chose de très violent, vécu, lié au cercle, au milieu que l'auteur a fréquenté, et presque autobiographique si on veut. Je vous passe, donc je vous montre cette préface. Il est intéressant de marquer aussi le lien avec le journalisme qui est très présent, parce que la préface de dédicace est justement adressée à quelqu'un qui a introduit Delvaux dans le journalisme à une certaine époque, dans le journal Le Rabelais. C'est un étranger aussi, le comte Joseph Federogotti. C'est donc des romans qui sont adressés en quelque sorte, pensés pour des gens qui connaissent Paris, mais peuvent être étrangers, pour des gens qui ont vécu dans ce milieu, qui le connaissent et qui se reconnaîtront presque peut-être. C'est aussi quelque part presque un roman en clé. Nous avons donc Les Amours buissonnières, dans lesquelles il faut souligner encore une fois la dédicace qui est celle à Madame Félicien Rops. C'est aussi grâce à la contribution qu'ils ont fait à toute l'œuvre qu'ils ont fait ensemble sur les bas-fonds de la géographie parisienne. C'est un peu le salut à ce maître-là, mais surtout aussi à Madame Rops. Il est intéressant de souligner l'ancrage dans le sol parisien et l'éloignement, aussi un regard distancié sur Paris qui est présent là. L'auteur dit que c'est l'éloignement de Paris qui lui a permis de voir la terre natale et de cesser à se croître étranger. Il y a un contexte aussi de se voir français en quelque sorte, mais surtout parisien. Et ce roman commence par un grand panorama du Montmartre et par une belle image de Paris en tant que corps où chaque quartier est décrit en tant qu'une partie de corps. Et le Montmartre, c'est une tête et aussi un lien entre Paris et la plaine Saint-Denis. Les éditions du roman, donc,
reste sans étiquette, et c'est le roman suivant, pareil, qui restera sans étiquette jusqu'à la réédition dans les années 1890. Donc, si on prend les premières éditions de Delvaux chez Dantu en 1866, elles seront juste des romans avec leur titre pur. C'est plus tard, dans les années 90, qu'on les rattachera définitivement au roman parisien. Dans le Grand et le Petit Trottoir, une petite histoire amusante avec des quiproquos, avec les déguisements aussi de jeunes hommes en vieillards magiciens. Ce roman est dédié à Jules Nauriac, dont nous allons parler tout à l'heure. C'est un auteur donc aussi très rattaché au monde journalistique. Il y a un lien très fort avec l'écriture du milieu qui est romancée. Cette dédicace est donc mauvais ou bon, intéressant ou ennuyeux, profond ou creux, moral ou léger, tel qu'il est enfin ce livre, je te le dédie. Il y a un refus du moralisme et une prétention de créer une œuvre assez honnête, assez ouverte, assez spontanée. Et il y a un ancrage très clair dans le chronotope qui est celui de... C'est donc le Paris des années 60, du tout début des années 60. Et nous avons ici une très amusante citation qui n'est pas tout au début du livre, mais qui est au commencement. Donc ce personnage qui se déguise en sorcier, mais qui est en fait un jeune homme à la destinée malheureuse, se montre une après-midi du mois de mai de cette année 1861, par laquelle s'ouvre cette histoire que je vais raconter sans rien inventer et dont beaucoup de personnages se reconnaîtront, les morts exceptés. Donc il y a là vraiment une proclamation d'un roman à clé à ceux qui savent déchiffrer les noms. Cette référence donc à Jules Nauriac, c'est que Jules Nauriac a dévancé Delvaux dans l'étiquette. C'est lui le premier qui a publié un roman qui est justement appelé roman parisien. C'est donc Mademoiselle Poussée, une petite histoire d'une jeune fille qui devient artiste, qui grandit dans un atelier d'artiste et qui devient peintre elle-même, mais qui décrit ce milieu bohème, très rigolo, très vivant, très lié par l'amitié, surtout une histoire assez légère et très agréable à lire. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est la dédicace aussi, pas la dédicace, mais l'évocation de Paul Féval plutôt, un passage qui est dédié à Paul Féval, le penseur le plus amusant de notre époque, qui a dit quelque part que tout roman a besoin d'un héros ou d'une héroïne. Or, Mademoiselle Poussée était l'héroïne de cette petite histoire parisienne qui n'a malheureusement rien de commun avec les chefs-d'œuvre précités. Il faut dire que les chefs-d'œuvre précités, ce sont les Trois Mousquetaires, il y a Notre-Dame de Paris qu'il critique, qu'il n'aime pas, et il y a toute une liste d'œuvres populaires du début du 19e siècle, du premier 19e siècle, que Nauriac énumère pour dire que non, mon héroïne n'est rien du tout de tout cela, sans dire pour autant ce qu'elle est. Elle reste une petite fille qui a grandi dans le milieu d'artistes et qui se décide... et c'est peut-être la fin de cette histoire qui donne un peu le côté utopique presque de cette œuvre, c'est qu'il y a un héritage dans le jeu, et la jeune fille hérite d'une somme conséquente, sauf qu'elle ne peut pas vivre dans le milieu des riches. Elle est repoussée par son
le milieu premier qui est celui des pauvres qui ne peuvent pas souffrir cette élévation. Elle revient dans l'atelier des artistes et elle crée quelque chose comme une sorte de fondation charitable. Elle se propose d'acheter les œuvres donc, de jeunes artistes pour les racheter plus tard et continuer à s'enrichir de cette manière-là, mais surtout d'ouvrir les possibilités aux jeunes. Donc il y a une sorte d'utopie sociale aussi qui est présente dans cette œuvre, cette petite œuvre qui se proclame roman parisien, un peu au-delà de descriptions de mœurs et des petites histoires de bohème artistique. Voilà pour les premières œuvres qui sont titrées de cette manière-là. Nous avons la rupture aussi de la guerre franco-prussienne qui passe, et juste après la guerre franco-prussienne, le ton change drastiquement. Le roman parisien, c'est les drames d'adultère de Xavier de Montépin, et nous avons une histoire d'adultère avec une étiquette d'abord drame dans la première édition qui est celle par les bureaux d'un journal, donc par la suite, par suite à l'édition en feuilleton. Puis chez l'éditeur, on change le titre légèrement et on donne justement le sous-titre roman parisien. Et nous allons voir qu'il n'y a aucune préface, donc aucune prétention non plus d'intention auctoriale. Il y a des illustrations du genre que vous voyez. Il y a aussi la sérialité qui s'enclenche avec la continuation Comtesse de Nancy, Amand d'Alice, etc. Et nous avons très peu, finalement, de Paris dans cette histoire-là, si ce n'est pas quelques adresses que fréquentent les personnages, même si, bien évidemment, leur situation sociale est ancrée dans la structure sociale de cette ville. Le peu de théorie dans ce cas-là se concentre dans le début. En fait, il y a quelques paragraphes au début du premier roman des trois de la série qui posent un peu la question, qui font un petit renvoi à l'histoire, à la discussion qui précède. Il renvoie à la discussion au pamphlet, si on veut dire, à une petite brochure de Alexandre Dumas fils, qui est sorti en 1872 avec sur la question provocatrice, faut-il tuer une femme adultère, et où Dumas travaille de la provocation en disant que oui, il y a tout un scandale autour de cette histoire-là, et donc l'auteur s'engage de ne pas discuter cette question du point de vue théorique, mais de l'illustrer en forme de roman. Mais c'est tout ce que nous avons comme intention auctoriale, et qui se concentre donc dans cette mention de l'article du Code pénal en question, et la question du droit de tuer son épouse ou pas. Il existe aussi donc une rue, dans la rue de Boulogne, un charmant petit hôtel boîtier, etc. Donc nous sommes à Paris, on nous montre un quartier de Paris, et sinon, pour le reste, c'est des scènes d'intérieur, c'est des conflits qui sont de l'ordre homme-femme, discutés assez longuement. Donc, les drames de l'adultère, Comtesse de Nancy et Amand d'Alice. Dans le même type, toujours les années 70 plutôt, parce que c'est le feuilleton dans le rappel 1866 et 1807, qui est édité en volume tout de suite et qui est repris au théâtre plus tard. Au départ, c'est une œuvre qui est signée en absent, et pour l'adaptation au théâtre, c'est Paul Meurice, un des éditeurs du rappel, qui signe l'adaptation
participation au théâtre. Le drame, lit-on dans la critique de quelqu'un qui est important aussi pour le drame parisien par la suite, Jules Clarécy. Le drame est fortement établi sur son terrain, il est volontairement noir, mais il est profondément intéressant. Il secouera violemment les nerfs du public de l'ambigu et, sous une forme très littéraire et très pensée, il donnera les émotions du mélodrame populaire. Les types de viveurs, de politiques et d'effrontés, dessinés à côté de l'action même, sont tracés d'une main virile. Donc nous sommes tout à fait dans un autre type, si vous voulez, de drame, qui est cette fois-ci plutôt lié avec le théâtre, qui passe très facilement du feuilleton à la représentation théâtrale, qui est campée autour de l'intrigue, même si les identités sociales des protagonistes sont importantes. C'est quand même une œuvre prévu pour théâtre de l'ambigu, plutôt que ce que nous avons vu tout à l'heure avec des intentions différentes. Et le monde par lequel l'on passe cette fois-ci est un monde tout à fait différent, donc un monde social de l'hôtel de Cergy occupé par un personnage. Et cette adresse parisienne, nous la voyons que très brièvement une fois, et après, c'est encore une fois les drames d'intérieur avec les dialogues et les drames. Encore un dernier peut-être exemple de ce qui peut témoigner d'une certaine prétention artistique du départ du roman parisien, c'est Les Rois en exil d'Alphonse Daudet, édité chez Dantu en 1879 avec l'étiquette roman parisien. Il est repris chez Le Maire sans cette étiquette-là, et c'est peut-être aussi un geste significatif, même si je ne peux pas attester de ceci avec assurance. Journal de Goncourt, Edmond de Goncourt relève ce roman d'histoire moderne. C'est aussi une dédicace à lui, et c'est quelque chose qui lie le roman à la veine goncourtienne. C'est un roman qui se situe donc dans le monde d'après la guerre franco-prussienne, dans un Paris un peu en désastre, et qui exploite très fortement les paysages parisiens pour fonder les émotions pour transcender presque les émotions des personnages, et qui fonde sa poétique sur le paysage parisien. Et la fin, par exemple, de ces rois en exil, c'est un paysage des Tuileries brûlées, donc il y a quelque chose de très fondamental dans le lien avec le lieu qui est exploité tout au long du roman. Donc vous voyez que la notion roman parisien disparaît dans l'édition chez Le Maire, et peut-être qu'il y a quelque chose qui montre aussi, chez Ferdinand Brunetière, il y a une lecture assez amusante de ce roman. Il relève surtout le travail stylistique de Daudet, sa bizarrerie, la bizarrerie de son style, mais surtout le travail sur ce style-là. Et il montre qu'il y a un malaise lui-même par rapport à l'ironie de Daudet, et c'est ce qui ne lui permet pas d'accepter ce style-là, mais sauf qu'il y a peut-être quelque chose de basique, de base, de très, très important pour la divergence des tendances à l'intérieur du roman parisien qui est là. C'est cette ironie, cette distanciation, le regard extériorisé porté sur Paris et sur les milieux parisiens d'un côté, et surtout le travail du style qui est impliqué dans certaines œuvres libellées romans parisiens. Nous passons par toutes les suites, Maison fatale, Edmond
Thiaudière, nous allons encore une critique qui dit que ce serait peut-être un bon roman parisien, mais ce n'est pas le cas parce que ça manque de profondeur. Là encore, on a l'impression que l'étiquette a des prétentions littéraires quelconques, et on a aussi le conflit avec Zola qui explose. En fait, c'est comme un espoir d'avoir un pendant au naturalisme, avoir quelque chose d'autre à côté du naturalisme, sauf que par la suite, nous avons les œuvres du type courtisane. Dans le paratexte de cette œuvre, nous allons voir que c'est une troisième œuvre du même auteur lancée dans la même année, parce qu'il faut de la lecture pour l'été, pour les dames, en villégiature, et que l'éditeur a vraiment besoin de vendre les œuvres, et c'est la meilleure réclame, c'est d'éditer le plus possible l'œuvre et de répéter le nom de l'auteur le plus possible. Donc allons-y à la littérature qui sera sérielle ou qui sera de masse. Donc c'est parti dans cette histoire-là, et cela nous ramène donc pour conclure au Martyr ridicule de Léon Cladel, qui se débat. Ceux qui sont les spécialistes de Cladel s'en sont aperçus déjà dans la deuxième édition, dans laquelle donc cette œuvre est libellée roman parisien. Il y a le conflit qui s'éclate déjà au niveau de la préface. Dans la préface, Léon Cladel dit que c'est un enfant mal né, difforme comme moi à l'époque, et il énumère donc tous les écueils de cette jeunesse, y compris le regard photographique porté sur la réalité. Et il parle aussi avec une certaine négligence du naturalisme. Mais par contre, il parle du naturalisme dénaturé. Et probablement, ce n'est pas pour des bonnes œuvres du naturalisme qu'il parle, mais de mauvais exemples. Ce n'est pas très clair. Ce qui est important, c'est la remarque de l'éditeur qui dit qu'il croit quand même tout de même faire l'œuvre de bon éditeur en imprimant Martyr ridicule, œuvre naturaliste. Donc il y a un clash et un conflit qui est visible déjà au niveau de la préface. Et c'est peut-être le dernier qui est intéressant du point de vue stylistique pour le roman parisien. Pour la stabilité du genre, il y a donc quelques éléments communs, les thématiques universelles, l'argent, le pouvoir, l'héritage. Il y a toujours une question d'argent et de notoriété, de gloire, d'artiste ou notoriété d'une personne connue. Il y a l'amour et l'amitié, il y a le crime, et il y a aussi les trames narratives assez complexes à rebondissement, mais ça, c'est les éléments assez communs. Dans Paris, il y a l'ancrage chronotopique toujours. Après, c'est l'usage de cet ancrage qui est important. Est-ce que c'est du type de race ou aux mœurs? Est-ce que c'est du type milieu? Est-ce que c'est du type moment? On privilégie bien évidemment le moment contemporain de l'écriture, mais il y a certaines œuvres qui sont nostalgiques et qui reviennent dans les années 90 aux années 60. Ce qui est très important, c'est l'hésitation donc entre deux modèles, une veine plutôt mimétique qui se prétend miroir de la société, mais qui tend à être une relecture d'été féminine et peu sérieuse, et de l'autre côté une veine plutôt satirique et qui porte un regard compréhensif mais aussi transfigurant sur la société, et qui essaye de faire partie de cette crise du roman, proposer une possibilité, une ouverture dans cette crise du roman entre toutes les possibilités qui ont existé déjà, le réalisme, naturalisme naissant, et les choses qui vont venir comme le roman psychologique ou le roman symboliste qui arrivera par la suite. Donc les facteurs d'émergence
de cette étiquette, c'est probablement la renégociation constante avec les genres différents, le théâtre d'un côté et le journalisme de l'autre. Comment est-ce que l'on peut représenter Paris à la théâtrale ou à la journalistique? Voilà, je vous remercie.